Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition. Voici les titres de l'actualité. Au Sénégal, plus de 7 millions d'électeurs étaient appelés aux urnes ce dimanche 24 mars pour élire leur 5e président. 17 candidats étaient en lice. Les premiers résultats bruts récoltés bureau de vote par bureau de vote placent l'opposant Bassirou Diomaye Faye en tête. Les citoyens sénégalais de leur côté attendent les résultats officiels avec beaucoup d'engouement. Au Cameroun, la RDPC a célébré son 39e anniversaire ce dimanche 24 mars. Le secrétaire général du comité central, Jean Noukouété, place cette fête sous le signe de la mobilisation, de la paix, de l'unité et de la démocratie dans le sens du progrès. Vous l'entendrez dans ce journal. Et puis au Malawi, 23 des 28 districts sont en situation d'insécurité alimentaire en raison des conditions météorologiques inhabituelles. Le chef de l'État, Lazaro Chakwera, a déclaré le soir du samedi 23 mars l'état de catastrophe dans les zones les plus touchées. Au Sénégal, les premiers résultats officiels de l'élection présidentielle au niveau départemental doivent être publiés à partir de ce lundi 25 mars. Mais depuis dimanche soir, les Sénégalais ont eu accès à des résultats bruts récoltés bureau de vote par bureau de vote qui place l'opposant Bassirou Diomaye Faye en tête. Le candidat de la coalition au pouvoir, Amadou Ba, a annoncé qu'il va se prononcer sur les résultats à la mi-journée. Par ailleurs, au moins 7 des 17 candidats à la présidentielle ont déjà reconnu la victoire du candidat de la coalition Diomaye, président du PASTEF. Les citoyens sénégalais de leur côté attendent les résultats avec beaucoup d'engouement. On fait le point avec Marcel Kouassi depuis Dakar. Dans l'attente des résultats officiels du premier tour de l'élection présidentielle au Sénégal, les rues de Dakar sont envahies par la ferveur populaire autour de ce scrutin. Les perspectives d'un second tour sont envisageables malgré l'engouement des citoyens sénégalais. Marcel Kouassi, Abdoulaye Pouy, depuis Dakar au Sénégal pour Africa 24. C'est avec enthousiasme que les militantes, militants et sympathisants du Rassemblement démocratique du peuple camerounais ont commémoré le 39e anniversaire du parti selon les orientations du secrétaire général du comité central, Jean Noukouété. Cette célébration est placée sous le thème « Tous ensemble, mobilisons-nous » avec détermination et sans abâge, derrière le président national, président de la République, chef de l'État, en vue de la consolidation, de la réalisation de ses idéaux de paix, d'unité, de démocratie, de justice sociale, ainsi que ses ambitions de progrès pour notre pays. Je vous propose de l'écouter. Pour promouvoir la paix, il faut travailler, il faut accepter de vivre et d'agir ensemble. Il faut s'intégrer les uns les autres et promouvoir les valeurs positives. Enfin, les militantes et militants doivent garder au cours de cette célébration et en mémoire, d'une part, les acquis remarquables de la grande œuvre accomplie depuis la naissance par le RDPC et d'autre part, les réalisations remarquables du président national du RDPC, président de la République et chef de l'État, qui a, entre autres, instauré le pluralisme politique et gagner la bataille de la démocratisation de la vie publique dans un environnement de paix, de liberté et de stabilité politique, bien que perturbé par des aléas de toutes sortes. Dans le reste de l'actualité, les autorités gabonaises ont pour ambition d'augmenter la capacité de production d'électricité du pays de 63% en 2024. L'objectif est de combler le déficit dans les zones rurales. La reprise des travaux de construction des principaux barrages hydroélectriques est envisagée. Ceci devrait augmenter la capacité de production actuelle de l'électricité de 725 MW. Cette ambition du gouvernement de transition entre dans le cadre de la marche vers un développement économique inclusif. Catherine Goumbé.
Le Gabon ambitionne au courant de l'année 2024 d'augmenter de 63%, soit 725 MW, sa capacité de production de l'électricité en vue d'améliorer sa capacité énergétique qui se situe actuellement à 1200 MW. Ceci dans le but de répondre au déficit énergétique constaté dans les régions rurales du pays où le taux d'électrification avoisine les 28% selon le rapport The Energy Progress Report de la Banque mondiale. Pour atteindre cet objectif, le gouvernement gabonais envisage de reprendre les travaux de construction et de rénovation de certaines infrastructures. Il s'agit notamment du barrage de Ngulmenjim d'une capacité de 73 MW dans l'estuaire, des barrages des chutes de l'Impératrice de 80 MW, du barrage de Kingili Aval de 35 MW et de la centrale solaire de Muila de 20 MW. 14 ans plus tard, ni P2 ni l'Impératrice n'ont démarré. Par conséquent, il ne faut pas s'étonner que les apports électriques qui auraient dû être enregistrés du fait de la production, de l'entrée en production du barrage de l'Impératrice et du barrage de P2, que ces apports ne soient pas au rendez-vous. Par conséquent, il y a un déficit qui est là et qu'on doit assumer. Dans ce cadre, l'État gabonais, avec le soutien de ses partenaires, prévoit d'investir des fonds pour améliorer l'accès des populations à l'eau potable et à l'électricité sur l'ensemble du territoire. Ceci à travers la mise en œuvre du programme intégré pour l'alimentation en eau potable et l'assainissement de Libreville d'un montant de 77 milliards de francs CFA. Ce n'est pas parce que les paiements augmentent qu'on doit se croiser les bras ou qu'on doit désespérer. Je crois qu'il faut qu'on continue à se concerter, à chercher une solution ensemble, peut-être à explorer d'autres voies pour essayer de résoudre les problèmes d'une façon satisfaisante pour nous tous. En 2030, les autorités estiment que les besoins en électricité du pays s'élèveront à environ 1039 MW supplémentaires. La mise en œuvre de nouveaux barrages hydroélectriques devrait permettre au pays de mieux mener ses projets de développement. En Afrique du Sud, les autorités ont mis en place des politiques de développement et de renforcement du secteur aurifère. Ces initiatives visent à promouvoir la production et la transformation locale de métaux et de pierres précieuses destinées à l'exportation. Le pays a ainsi développé un centre de fabrication de bijoux à Johannesburg, ce qui permet de produire et d'exporter plus efficacement. Catherine Gombe. Détrôné de son rang de premier producteur africain d'or en 2022 par le Ghana, l'Afrique du Sud mène des initiatives visant à promouvoir la production et la transformation locale de métaux et de pierres précieux destinés à l'exportation. Parmi elles, l'on recense la création du centre de fabrication de bijoux à Johannesburg, inauguré le 21 mars 2024. Situé dans la zone économique spéciale de Gauteng, ce centre construit sur une superficie de 3000 m² a pour objectif de stimuler l'écosystème minier en rapprochant les producteurs miniers et les joailliers. First step is that we need to get more South African mining houses. La première étape consiste à faire en sorte que davantage de sociétés minières sud-africaines apportent leurs produits ici au lieu de les envoyer à l'étranger pour y être raffinés. Si nous y parvenons, nous disposerons d'une capacité suffisante pour répondre à la demande. Nous devons livrer à cette zone économique spéciale les produits que nous envoyons non raffinés vers d'autres destinations. To other destinations to come to this special economy. Depuis la reprise économique post-Covid, les exportations sud-africaines de métaux précieux et non ferreux de base ont considérablement augmenté. Selon les données officielles, la production d'or est passée à 100 000 tonnes en décembre 2023 pour une enveloppe globale de 22,7 milliards de dollars. Une augmentation de près de 9,6% par rapport au chiffre précédent de 89 000 tonnes pour décembre 2022. Une performance que les experts souhaitent voir appliquée à d'autres produits comme le platine, l'argent et les diamants qui représentent à eux seuls un peu plus de 16% de la production minière totale. Il existe une loi qui oblige tous les producteurs de diamants à donner 10% de leur production. Nous fournissons ensuite ces diamants à nos clients. Nous en avons environ 92 qui font de la découpe et du polissage. Ils peuvent désormais aller loin dans la fabrication de bijoux ici en Afrique du Sud grâce à ce nouveau parc qui rend le processus d'approvisionnement de la chaîne beaucoup plus fluide. Malgré ces progrès constatés, les coûts élevés des intrants et l'approvisionnement irrégulier en électricité continuent d'avoir un impact significatif sur la performance du secteur. Une situation pour laquelle les autorités envisagent dans les jours prochains de créer un cadre législatif en faveur de la promotion des énergies vertes. En Côte d'Ivoire, à 317 km de la capitale économique Abidjan, le village d'Adoukro s'apprête à une métamorphose majeure.
Il sera transformé en une ville moderne et écologique comprenant un quartier d'affaires, une promenade le long de la lagune ainsi que des installations universitaires et hospitalières. Ce projet d'utilité publique intègre un schéma d'urbanisme du Grand Abidjan s'étend sur 2384 hectares. Philippe Akwa. Adoukro, village situé dans la préfecture de Jacquesville, à 317 km de la capitale économique ivoirienne Abidjan, s'apprête à être métamorphosée. La localité sera entièrement transformée en une ville nouvelle axée sur l'écologie et la durabilité, offrant toutes les commodités nécessaires. Les principaux acteurs du projet Adoukro ont tenu le 21 mars 2024 un séminaire de lancement des travaux à Dabou. C'est une ville avec d'abord un parc écologique, parce que vous regardez un peu ce qui se passe avec les effets de serre, pour que toutes les familles puissent se retrouver. Deuxièmement, c'est une ville où vous avez 150 hectares dédiés à la petite, ce qu'on appelle le Business City. C'est quoi? C'est l'administration, c'est le petit plateau. Le plateau, c'est 300 hectares. Lui, il a 150 hectares avec l'hôtel de ville. Ce projet de pôle urbain, désigné d'utilité publique, a été intégré au schéma d'urbanisation du Grand Abidjan et s'étend sur une superficie de 2384 hectares dans le département de Jacquesville. Il représente un véritable défi urbain avec pour objectif de stimuler le développement du district des Lagunes. Nous avons pour mission d'améliorer les conditions de vie des populations qui sont à notre charge. Et pour ce faire, nous devons attirer des investisseurs nationaux et étrangers qui viendront investir parce que c'est l'investissement qui crée de la richesse. S'il n'y a pas d'investissement, il n'y a pas d'argent. Et ces investissements vont employer des milliers de jeunes et de femmes qui vont avoir des revenus pour s'occuper de leur famille. Les travaux de ce vaste projet débuteront le 28 mars 2024 avec la pose de la première pierre et devront s'étaler sur une période de 5 ans pour un coût global estimé à 100 milliards de francs CFA. Initiative du gouvernement ivoirien, la nouvelle ville d'Adoukro sera constituée d'un quartier d'affaires avec une superficie de 150 hectares, d'une promenade aménagée le long de la lagune, ainsi qu'un campus universitaire et un centre hospitalier universitaire. Au Malawi, 23 des 28 districts du pays sont en situation d'urgence alimentaire en raison des conditions météorologiques inhabituelles. Le chef de l'État, Lazarus Chakwera, a déclaré le soir du 23 mars l'état de catastrophe dans ces zones confrontées à des précipitations irrégulières, des inondations et des périodes de sécheresse prolongées. Midre Diamou. Environ 2 millions de ménages dépendants de l'agriculture sont affectés par des conditions météorologiques inhabituelles au Malawi. Face aux effets sans précédent du phénomène climatique El Niño, responsable d'une hausse considérable de la température globale, le président Lazarus Chakwera a décrété le 23 mars 2024 l'état de catastrophe dans 23 des 28 districts du pays. Le chef de l'État a mis en garde contre un risque de famine, alors que 749 113 hectares de maïs, représentant 44,3% de la superficie cultivée nationale, ont été affectés. Personne dans ce pays n'est responsable des désastres qui continuent de nous frapper, mais si nous restons unis et mettons de côté la politique, la mesquinerie et la négativité pour faire face à ce dernier désastre, il n'y a personne dans ce pays qui devrait mourir de faim. Le Malawi subit les affres du changement climatique. Des précipitations irrégulières, des inondations et des périodes de sécheresse prolongées ont dévasté des cultures essentielles comme le riz, le soja et l'arachide et mis à mal les perspectives de production agricole. Afin d'éviter l'insécurité alimentaire, le président Chakwera a annoncé un plan de réponse humanitaire. Le chef de l'État a indiqué qu'environ 600 000 tonnes de maïs d'une valeur de 357,6 milliards de kwacha, soit plus de 13,67 milliards de dollars seront nécessaires. Dans les 23 districts où je déclare aujourd'hui l'état de catastrophe, le besoin le plus urgent est la nourriture en raison du grand nombre de personnes menacées de faim. En conséquence, j'appelle tous les Malawites de bonne volonté, tant ici qu'à l'étranger,
tous nos partenaires de développement au sein de la communauté nationale, toutes les agences compétentes des Nations Unies, la Banque mondiale, les organisations non gouvernementales, le secteur privé local, les membres du Parlement et tous ceux qui ont des ressources financières ou matérielles à offrir, à les fournir sous forme de dons à l'initiative présidentielle pour stopper la faim qui sera coordonnée par mon bureau, par l'intermédiaire du département des affaires de gestion des catastrophes. Through the Department of Disaster Management Affairs. En mars 2023, le président du Malawi, Lazarus Chakwera, avait déclaré l'état d'urgence dans le sud du pays. Le bilan des victimes du cyclone tropical Freddy s'élevant à près de 100 personnes et les fortes pluies ayant endommagé les installations électriques et les infrastructures. Face à la persistance du phénomène météorologique El Niño, des experts préviennent contre des risques élevés de famine et de maladies. Le président Chakwera mise sur l'unité nationale pour venir en aide aux populations nécessiteuses. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.